Salut les amis, aujourd'hui on va vivre un moment de malade. Je vais pouvoir essayer un modèle dont je rêve depuis l'adolescence. C'est une bagnole que vous connaissez tous, que vous avez vu au moins une fois, mais même des centaines de fois dans tous les films et séries télé américains des années 70-80. C'est la caisse de flic ultime. Et je vais vous parler de la Plymouth Fury 1978. Ce modèle, il a été produit à des centaines de milliers d'exemplaires. C'est vraiment la caisse de flotte ultime qui a servi pour tous les usages, police, taxi, administration et j'en passe. Mais aujourd'hui, il en reste très peu et le peu qui reste, généralement dans des états de délabrement avancés. Donc là, j'ai vraiment la chance d'avoir un super modèle quand même bien conservé dans l'ensemble. Et c'est pas n'importe quel modèle de Plymouth Fury, puisque c'est pas une réplique police pour une fois, mais bien une véritable caisse de police d'usine, une code A38. Et qu'est-ce qui comporte ce code A38? Et bah c'est simple, tout ce qu'il faut pour qu'elle en prenne plein la gueule pendant les courses poursuites et qu'elle continue à rouler. En gros, c'est une version renforcée de la Fury de base. On a, pour simplifier, un refroidissement amélioré, une suspension renforcée, barre de torsion à l'avant, et surtout le V8 440 Ci dans sa version décatalysée double ligne pour passer de 195 chevaux sur la version civile à 255 sur la version police. Et il paraît que vraiment ça envoie. D'ailleurs, les flics ont vraiment regretté la fin de carrière de cette bagnole. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que donne vraiment ce fameux 440, cette dernière caisse de police américaine en big block qui était apparemment redoutable sur la route. Je suis comme un gosse, c'est incroyable d'avoir en face de moi cette bagnole qui me fait fantasmer depuis l'adolescence. Et en plus, dans cette version, dans un état incroyable, dans une belle livrée Bordeaux. Là, enfin, je vais vous la montrer plutôt que de faire un long discours. Quelle gueule, une vraie caisse de cinéma. Franchement, vous la connaissez tous. Vous l'avez déjà vue au moins une fois dans une série ou un film américain de l'époque. C'est la caisse de flic ultime. Et là, on a vraiment une véritable voiture de police qui a servi. C'est-à-dire que tout l'équipement là, c'est pas de l'accessoire qui a été ajouté après, c'est que cette bagnole a vraiment servi comme caisse de flic banalisée, avec son équipement encore d'origine, ses sirènes, ses flashers. Elle est incroyable cette bagnole, j'en reviens pas d'avoir ça en face de moi, quoi. C'est une bagnole qui me fait fantasmer depuis que je suis gosse, et là on a une configuration géniale avec ce Bordeaux intérieur Bordeaux, vraiment une config typique 70s quoi. Elle est trop belle. Il faut savoir un truc, c'est que ces bagnoles, à part la police ou les flottes d'entreprises, les administrations, il n'y avait pas de réel intérêt à acheter ça en tant que civil. C'est une caisse qui est quand même hyper désuète. Elle est sortie telle qu'elle en 77. La ligne globale, le modèle existait, on va dire, à peu près dans ce style-là à partir de 75. Et en fait, on retrouve le fuselage look typique Chrysler, mais qui est complètement has-been, complètement daté à la fin des années 70. Si vous regardez ma Roadrunner, on retrouve à peu près les mêmes lignes, sauf que ma Roadrunner, elle est de 71. Et là, on est en 78. Regardez même l'arrière, cet arrière que j'adore. J'adore ces américaines. Vous regardez ma Skylark, regardez ma Roadrunner, avec ces immenses pare-chocs comme ça, avec les feux intégrés. Je trouve que ça a vraiment une gueule. Et là, quand vous regardez l'arrière, vous êtes obligé de penser à ma Roadrunner, puisque l'inspiration, elle est là. Les designers se sont inspirés de ce qui s'est fait chez Chrysler au début de cette époque. J'adore vraiment cette ligne comme ça là, cette ligne fuselée, vous voyez la ligne là qui vient hop et qui remonte au niveau du passage de roue arrière. Cette ligne vraiment musclée en fait, type muscle car du début des années 70 qui a rien à foutre sur une grosse berline comme ça balourde. Disons que c'est le fuselage look, mais la sauce un peu lourdeau de la fin des années 70 où les pare-chocs sont déjà beaucoup plus gros, donc ça alourdit la ligne à cause des normes qui ont été établies aux États-Unis sur les véhicules, avoir des absorptions à l'avant et à l'arrière. Donc on a des énormes pare-chocs, des chromes partout. Cette gueule, elle est vraiment dingue. Franchement, c'est incroyable d'avoir ça en face de moi. Je m'en remets pas. Et c'est un vrai paquebot, on est sur du 5,50 de long, 2 mètres de large. C'est considéré comme un mid-size à l'époque, mais en vérité, on est plutôt sur une taille full-size. Donc à l'origine, la Plymouth Fury Dodge Monaco, puisque c'est aussi une Dodge Monaco. C'est quasiment la même bagnole chez Dodge. Aussi voiture de police. Et elle est juste incroyable, franchement. J'adore, je suis complètement fan de la ligne. Le détail qui vous aura pas échappé, si vous êtes un peu fidèle de la chaîne, c'est les magnifiques dog dish que j'adore et qui sont typiques des voitures de police américaines. Et là en plus, la jante tôle, elle est peinte couleur carrosserie, donc vraiment le petit détail qui tue.
avec le dog dish, donc l'enjoliveur central chromé. Pourquoi on avait ces enjoliveurs centraux à l'époque sur les caisses de police ou de taxi? C'est simplement pour faciliter l'entretien, c'était plus facile de les sortir, de changer la roue, hop, de le reclipser. Bon, la plupart du temps, ils avaient tendance à se barrer sur les conduites un peu musclées, les fameux clichés des enjots qui se barrent dans les gros virages de poursuite. Mais ça faisait le job, c'était vraiment le plus simple possible. Et c'était cheap aussi, c'était pas cher à remplacer. Et ce qui fait que cette Fury est hyper has-been à la fin des années 70, c'est aussi la concurrence. Quand vous regardez une Chevrolet Caprice de 1977, comme j'ai eu aussi dans le passé, donc je vais me permettre de comparer un peu, et la Caprice, elle est plus à l'image de ce qu'il y aura dans les années 80. Elle a une ligne plus carrée, une meilleure habitabilité, un châssis plus moderne, des moteurs plus petits, donc au maximum chez Chevrolet on passe au 350, mais à la fois c'est un moteur plus équilibré et qui consomme moins, je pense, avec des performances assez proches de certains big blocks qu'on va trouver chez Mopar à cette époque, parce que la fin des années 70, les moteurs sont quand même pas mal étouffés. Bon, là c'est une exception parce qu'en principe elle n'est pas catalysée, celle-là elle est vraiment laissée dans sa config la plus brute pour permettre aux flics d'avoir quand même assez de puissance. C'est un vrai paquebot. Le capot, je crois que c'est un des plus longs capots qu'il pouvait y avoir à l'époque. De toute manière, cette bagnole, c'est un peu l'excès à la fin des années 70. Il n'y a plus d'américaines aussi grosses, aussi motorisées. Enfin, quand je dis motorisée, c'est qu'une telle cylindrée, parce que cette litre 2, c'est quand même énorme. On a eu 2 crises pétrolières qui sont passées par là et les Américains se sont un peu calmés sur les grosses cylindrées. Donc là, on a vraiment un dinosaure à la fin des années 70, aussi bien dans la ligne que dans la partie technique, le châssis, le moteur. Admirez-moi cette magnifique double ligne qui nous dit déjà, d'origine, qui nous dit qu'on n'a pas affaire au 440 de base. Et ce magnifique galbe qui vient vraiment muscler la ligne. Franchement, cette ligne, je suis tellement fan là. Ce cul qui se relève au niveau du passage de roue, ça donne vraiment un dynamisme à la ligne, même si elle est tellement longue, elle est tellement grosse que finalement elle reste assez pataude. Ça respire pas la puissance quand on regarde ça, c'est plus la berline à mémé par excellence. Mais toujours un côté très luxueux, avec beaucoup de chrome, pour qu'on ait un peu l'impression d'en avoir pour son argent. Un énorme pare-choc chromé avec les petites bananes pour pousser devant. Elle est tellement désuète qu'elle en est attachante en fait. C'est vraiment le meilleur et le pire des années 70. Les rétroviseurs sont ridiculement petits, on n'y voit rien. La malle de coffre, elle est pareil, immense. On devine un coffre à ranger au moins 5 cadavres. Mais on est un peu habitué avec les américaines, donc c'est presque un commentaire que je ne ferai plus tellement il est banal. Hop, on va les passer à l'intérieur. Et là, chose incroyable chez nous pour une voiture de police, c'est quand même une caisse assez embourgeoisée. Sur quelle voiture de police en Europe on aurait déjà un intérieur rouge comme ça? Alors c'est du tissu pour des raisons pratiques. On a rarement du bœuf velours ou du sky un peu level up, on va dire. On a toujours des matériaux assez basiques dans la caisse de flic, mais c'est drôle d'avoir un intérieur quand même rouge assorti à l'extérieur dans une voiture qui est normalement un usage professionnel, quoi. Il y a quand même quelques détails, même si on est vraiment en plein dans les années 70 où on rentre dans du gros standard de production. Les lignes sont beaucoup plus carrées, à l'intérieur c'est beaucoup plus simple, ça fourmille de moins de détails que dans les années 60. C'est vraiment la très grosse production, on a beaucoup de plastique de moyenne facture. Bon, ceci dit, là c'est encore un peu moussé sur les dessus de tableau de bord. Bon, après ça c'est les normes aussi de protection des occupants en cas de crash. Mais globalement, voilà, on est sur du Mopar assez cheap. Ça reste des voitures quand même très cheap pour des flottes d'entreprise. Et toutes les commandes font un peu cheap, font un peu plastoc. Ça tient bien dans le temps, mais voilà, les ajustements, c'était pas de la folie, quoi. C'était vraiment du cheap américain de l'époque, de la très très grosse production. Ceci dit, on a toujours des petits détails comme ça qui nous rappellent que les Américains sont toujours attachés à un minimum de petites détails de finition, voilà, des petits traits de couture par là. Cette garniture de porte qui est entièrement sky. Bon, là on voit que ça prend un petit coup. La grosse poignée comme ça. On est sur des vitres manuelles. Il y avait l'électrique, mais le manuel était assez répandu et je pense que chez les flics notamment, fallait pas trop que ça lâche, ce genre de choses. Donc on privilégiait le manuel à mon avis. Et hop, bon désolé, le volant est bloqué dans cette position pour l'instant. Là on retrouve le sélecteur de vitesse typique Chrysler, qui est sur la colonne de direction. La classique tirette de phare. Là on a les essuie-glaces avec la commande d'essuie-glaces intermittent aussi, une option d'époque. La climatisation, et ouais, pour vous dire, même les flics avaient le droit à la climatisation. Le dégivrage arrière, ça c'est la commande de capot, ça c'est, vous connaissez, c'est les classiques des bagnoles américaines, la tirette de frein de parking.
On a notre bon levier au volant, hein, ça change pas. Et une instrumentation extrêmement simplifiée. Donc là on a le compteur de vitesse, on a la température d'eau, on a le réservoir d'essence, on a quand même la pression d'huile ici et la tension de l'alternateur. Donc ça c'est quand même un plus pour une caisse de l'époque. En général c'est des choses en option. Mais ça reste quand même du très cheap Chrysler. Voilà, il n'y a pas de design au niveau de l'instrumentation, c'est très basique, on dirait vraiment de l'utilitaire. Voilà, de la boiserie quand même, histoire de dire hein, qu'on ne s'est pas trop foutu de ta gueule, qu'on veut faire un peu de design, un peu de style. L'autoradio d'époque et la sirène d'époque. Et oui, messieurs, dames, la sirène d'époque, une PA200 fédérale, avec le petit micro pour parler dans le haut-parleur. Enfin, c'est vraiment une caisse de flic d'époque. Voilà, il n'y a pas de... Pas une réplique, c'est une authentique, c'est vraiment incroyable. Ce magnifique volant aussi, avec une petite boiserie Chrysler, hein, standard dans les années 70. Rouge aussi, franchement très chic. On passe à l'arrière. Hop. On est bien, comme dans toutes les américaines, c'est quand même bien moelleux, on s'enfonce bien. Et la planche de bord, bah, elle est sympa dans ce rouge, c'est pas une couleur très courante. C'est quand même vachement agréable, ça donne une ambiance particulière. Mais on voit que dans la grande ligne, le tableau de bord, bah, c'est la grosse production des années 70. Quoi. Ça reste très simple, très carré, avec les ouïes d'aération à leur place. C'est presque très contemporain en fait. On n'a pas cet effet time capsule comme on peut avoir sur un vieux modèle des années 60. Alors ça, j'adore, ça c'est génial. C'est typique des caisses de flics, on l'a encore aujourd'hui sur les caisses de police. Je vais peut-être dire une connerie dont vous me corrigerez. Là j'ai vu que ça s'allumait pas en mode rouge, je sais pas, il y a peut-être un truc. Mais il me semble que c'est les petites lumières utilisées pendant les planques. Quand il reste dans la bagnole, je sais que généralement c'est des lumières qu'on trouve de couleur rouge pour pouvoir éclairer l'intérieur de l'habitacle sans être trop vu de l'extérieur. Un ciel de toit, on ne peut plus basique, toujours rouge, vraiment tout est rouge, il n'y a pas d'arnaque. Hein. On a choisi un teint rouge, on en a pour son argent, il n'y a pas une partie qui est d'une couleur standard. Et là vous allez voir l'extérieur, ça c'est génial, une partie des gyrophares, comme à l'époque, installés comme ça, on les voyait ces bagnoles sur les scènes de crime quoi, avec tous les gyros allumés, ça faisait un effet de dingue. Je suis vachement bien installé, j'ai un espace aux jambes qui est assez correct, qui est dans la norme. Franchement on est bien à l'image de ce qu'on peut attendre d'une voiture américaine. Ce qui est génial avec les américaines, c'est que t'as pas besoin de mettre un pognon fou, même à l'époque hein, quand elles étaient neuves, pour avoir un certain standard de confort, d'équipement. Là on est sur une Plymouth Fury que quasiment n'importe qui pouvait s'offrir neuve à l'époque. C'était vraiment à la portée de tout le monde et on avait déjà un certain standard de confort, une boîte auto, une climatisation optionnelle, direction assistée, des assises, de l'espace, vraiment du confort, des habitacles confortables et vraiment qui invitent au voyage. Là c'est marrant le dessin de la portière s'arrête vraiment avant et j'ai tout un espace comme ça, comme dans les Cadillac, pour justement le côté un peu discrétion, un peu luxueux, d'être dans son habitacle, d'être tranquille et de pas être forcément importuné ou reconnu quand on est une star, une VIP. Même si c'est absolument pas la vocation de cette bagnole, en général derrière il y aura plutôt des gens peu recommandables. Alors c'est peut-être justement pour pas qu'ils soient reconnus par la famille ou les amis quoi. Voilà la bête, le fameux 440 CI High Perf, tant convoité sur les Mopards. À la fin des années 70, en fait, ce moteur en fait la dernière voiture de police américaine équipée d'un big block. Il est dans un super état de conservation. Donc là, on a vraiment la version débridée du 440, en double ligne, sans catalyseur, avec refroidissement amélioré. Là, je vois un refroidissement de quoi de boîte de... refroidissement de pompe de DA. En fait, tout est vraiment pensé pour que la caisse en prenne plein la tronche et ne s'arrête jamais de rouler. C'est un truc de ouf. Et ce V8, donc dans cette version police, il fait 255 chevaux au lieu des 195 des versions civiles. C'est un modèle qui a été vraiment très regretté par les flics à sa fin de carrière, à tel point que beaucoup les ont gardés aussi longtemps qu'ils pouvaient, parce que après, c'est l'ère du downsizing, même chez les Américains. À l'aube des années 80, on commence à retrouver des moteurs V8 toujours, hein, évidemment, mais avec des plus petites cylindrées, on est plus autour des 5 litres de max. Donc, un bateau de péniche comme ça de 7 litres 2 qui envoie autant, c'était quelque chose qu'on voyait pour la dernière fois. Du coup, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il donne sur la route. Est-ce que c'est surfait ou est-ce que c'est vraiment un moteur incroyable? Et pour ce qui est de la transmission, on a affaire à une TH727 comme sur ma Roadrunner, donc boîte automatique à 3 vitesses, qui a largement fait sa réputation, qui est assez costaud pour encaisser le couple monstrueux du 440. C'est parti pour l'essai de cette Plymouth Fury 1978. Équipé de ce fameux 440 High Perf.
On va voir ce que ça donne sur la route. Déjà on trouve une sonorité de chalutier quoi, j'ai envie de dire. On a quand même un moteur quasiment de camion. Bon, malheureusement il pleut. Écoutez-moi ça. Ah, ça on aime les amis. Du vrai V8 à l'américaine. Les dernières bonnes années des Big Block Mopar. Enfin, bonnes années. Les meilleures c'était encore jusqu'au début des années 70, mais là on a une version un peu plus libérée de ce 440 à la fin des années 70. On a toujours un immense capot. On a ce magnifique volant Chrysler que j'adore, qu'on trouve sur d'autres modèles de la fin des années 70, comme ça, avec ce petit faux bois bien kitschouille. Ce volant à 2 branches avec klaxon typique américain. C'est vraiment la voiture, la berline de l'américain moyen dans sa configuration. La berline américaine la plus basique. Alors je suis hyper agréablement surpris de l'état de conservation mécanique de cette Fury. La direction, le flou est pas aussi énorme que je pensais. Elle freine bien. On a toujours cette sensation typique des Mopars comme j'ai sur ma Roadrunner, où on a vraiment l'impression d'avoir beaucoup de poids à mettre sur l'accélérateur pour que ça avance. Et une fois qu'on est au fond, par contre ça envoie grave. Mais il faut vraiment y aller, il faut vraiment foutre de la pression sur l'accélérateur. On n'ose pas trop, et puis dès qu'on appuie à fond... Ah ouais, non, c'est vraiment... Là, on a vraiment un 440 qui, pour son époque, a encore pas mal de chevaux. Elle répond super bien. La direction, comme je disais, elle est incroyablement précise pour une américaine de l'époque. Je m'attendais vraiment... Enfin, c'est des modèles qui sont rarement bien conservés. Donc les gens font le minimum, la direction elle est toujours très floue, le freinage il est un peu aléatoire. Là celle-là vraiment on sent qu'il y a une volonté de son proprio de l'entretenir comme il faut quoi. Elle est dingue, elle se conduit comme une moderne quasiment. Bon, la sonorité du V8 qu'on adore, qui est très présente avec cette double ligne qui le fait encore mieux chanter, sans catalyseur. On est très vite à l'aise. C'est vrai qu'on a des dimensions de paquebot. Mais elle freine bien, elle avance bien. C'est vraiment un confort de conduite qui est déjà génial pour une caisse de 78. On est très à l'aise. Elle a un répondant assez incroyable. On n'a pas besoin d'anticiper tant que ça, tellement on est à l'aise, tellement toutes les commandes répondent bien et sont au taquet. C'est bien amorti, comme les Américains savent le faire. Elle se dandine de partout. Ah ouais, yes, oh là là, les flics ricains avec ça, ils devaient être tellement bien, ils devaient tellement se mettre bien. Là vous voyez que le compteur de vitesse il se fait un peu la malle là, il est complètement parti en cacahuète. Ça c'est un truc classique aussi sur les anciennes, ça va être le cap de compteur. Là, on a à la fois le meilleur des berlines américaines en termes de confort. Comportement routier, non, c'est désuet. C'est désuet par rapport à ce que va faire GM par exemple, la concurrence avec les Caprice. Ça tient certainement moins bien la route, ça flotte vachement. Mais, faut avouer que c'est quand même un petit jouet cette caisse. Si en plus on lui rajoute le côté cool de son équipement, de son histoire en tant que véhicule de police, elle est juste incroyable. Et dès que tu veux un peu de puissance, c'est pas un peu de puissance que t'as, c'est quand même beaucoup de puissance. Et un moteur rageur qui gueule. Oh là là là, en fait on a envie de rouler comme un connard, on a envie de rouler comme un con. C'est la caisse qui demande à être maltraitée, en plus tu sais qu'elle a été renforcée, tout a été fait pour qu'elle subisse des mauvais traitements. Donc en fait t'as pas envie de l'aménager même si c'est une caisse de l'époque. Parce que en plus elle a été bien entretenue, que tout fonctionne. On peut y aller quoi, ça a été conçu pour. Là j'ai aujourd'hui l'opportunité de vous faire essayer un modèle que vous verrez pas ailleurs. Même aux US elles n'ont pas été conservées, et encore moins les versions 440 comme ça. En fait ces modèles ont tellement servi de donneur d'organes pour les muscle cars. On prélevait souvent les 440 Hyperf et on les foutait dans muscle car. Qu'avoir une berline comme ça de cette époque, avec son 440, avec toutes ses options, c'est quasiment introuvable. Donc ça va commencer forcément à prendre de la valeur. Et un exemplaire pareil se vend plus la même chose qu'il y a 15 ans.
Quel plaisir d'avoir entre les mains des bagnoles comme ça, si anciennes et en même temps si bien entretenues que t'as pas peur d'utiliser dans des conditions de circulation normales. Cette bagnole est à la hauteur de ce que j'imaginais. C'est une pure caisse de flic qui a un design d'une autre époque, même à son époque, qui avait un design vraiment désuet, qui a un comportement routier aussi désuet, même pour la fin des années 70. C'est une caisse qui était has-been, aujourd'hui elle est ancienne, donc forcément c'est plus la même approche. Mais je comprends que les flics, quelque part, devaient apprécier cette bagnole par sa simplicité, par sa réactivité. C'est vraiment, on a les entrailles d'un muscle car Mopar dans une berline, une grosse berline. Donc à la fois tu peux rouler cool et faire de la route, t'es bien, t'as quand même de bonnes options, t'as une conduite qui est extrêmement simple à la portée de tout le monde, mis à part toujours le gabarit qu'il faut avoir en tête. Et à la fois, t'écrases un peu l'accélérateur et t'as une sorte de petite Dodge Charger, un peu énervée, enfin grosse Dodge Charger, avec 2 banquettes, je le rappelle, 3 places devant, 3 places derrière, les ceintures avec. Les amis, je suis vraiment... C'est ces moments-là qui me font, qui me motivent à continuer Sopcars, à alimenter Sopcars, ces rencontres que j'ai fait comme celle de Romain, qui me fait essayer ses voitures, et qui a les mêmes délires que moi. Donc je me retrouve aujourd'hui à essayer un modèle qui est introuvable aux États-Unis, encore plus introuvable en Europe. Et j'ai trouvé un collectionneur qui est aussi mordu de ça. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai ce plaisir, et je le remercie encore, de pouvoir essayer des modèles aussi incroyables que ça. Je pensais pas un jour rouler dans une authentique Plymouth Fury de flic, dans la config la plus haute, quoi. Je suis aux anges, franchement. J'adore cette bagnole. Elle est à l'image de ce que j'attendais. On a envie de faire le con avec, on a envie de jouer malgré son âge, malgré que ce soit une berline. C'est vraiment une caisse... C'est un jouet, voilà, j'ai pas d'autres mots, c'est un jouet. J'ai pas envie de la rendre en fait, je vais rentrer chez moi avec, ouais, juste pour le fun. Ils pouvaient rouler comme des cons avec, les pièces coûtaient pas cher, elles étaient facilement réparables, globalement ça tombait pas en panne. Donc vraiment c'était la meilleure alliée des flics, quoi. Eh bien les amis, en résumé, oui, ce 440, il envoie, il est incroyable, on sent que vraiment il a été libéré et que malgré le poids de la bête, on peut vraiment s'amuser avec. Puis le côté renforcé, le côté ancienne quand même fiabilisé, c'est une des rares bagnoles qu'on a envie, une des rares berlines américaines qu'on a envie de pousser et qu'on a envie de faire tourner, quasiment rouler comme une GTI, comme un kéké. Encore merci à Romain de me faire vivre des moments magiques pareils. Et puis, écoutez, j'ai envie de dire, demain, si j'agrandis mon garage et que j'ai un plus gros budget, je garde la Roadrunner parce qu'elle a quand même une valeur importante pour moi. J'en ai chié pour la faire venir. Et j'adore ce modèle. Mais alors, j'avoue que pour compléter ma petite collection Mopar, une petite Dodge Monaco Plymouth Fury comme celle-là, là, maintenant que j'en ai essayé, je l'aimais déjà, mais là, je suis encore tombé amoureux, quoi. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur je ne sais quel sujet. On verra bien ce qui me passe par la tête. Et puis, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important. C'est ce qui va permettre à la chaîne de continuer à avancer, à être mise en avant par YouTube. Il y a tout un algorithme, il y a plein de choses. Enfin bref, ça va me permettre de perdurer un peu en termes d'abonnés, en termes de vues, ce qui fait toujours plaisir, même si je fais pas ça pour la gloire. En tous les cas, je vous remercie pour votre fidélité et puis je compte bien essayer d'autres modèles dont peu de gens parlent puisque c'est ça que j'aime. Les voitures américaines de l'américain moyen, pas forcément les trucs collector incroyables, des caisses qu'on a connues à travers les séries, à travers la culture américaine, à travers le cinéma, à travers Hollywood et qu'on voit très peu aujourd'hui malheureusement. Allez, je m'arrête là et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!